et une marche arrière. Changement de décor en Peugeot 504, c'est la première fois que je roule une voiture de ce genre là, c'est assez étonnant. Maintenant l'objectif c'est de trouver pour enlever le clignotant. Tu peux le demander au talkie s'il te plaît? C'est où le clignotant pour la 504 blanche? Tu peux partager ton expérience. C'est à droite. Vers le bas, c'est vers la droite. Et vers le haut, c'est vers la gauche. Et donc là normalement c'est un autre. Ils ont mis les warnings là? Je sais pas. Là, t'as un warning là en fait. D'accord. Et là? Ah ok. Ah, non, L'interrupteur il est sur la console. Peut-être chez le vitesse. Merci. Ouais. Bon, je vais merci pour l'info. Il n'y a pas de rétro à droite? Non? j'ai cru qu'il était tombé. Je te jure, j'ai cru. J'ai eu le réflexe de dire merde. Excellent. Et en fait le gabarit de la voiture, j'arrive pas à... Enfin, c'est pas simple. Hein. Il faut anticiper les freinages. Elle freine bien? Ouais. Ah, c'est génial quand même. Hein. C'est là que tu vois l'évolution. Tu vois, je m'en rappelle, j'avais un oncle qui avait ça, je m'en rappelle bien. Hein. Bonjour et bienvenue sur Testcars pour vivre aujourd'hui l'aventure Peugeot. Alors Peugeot pour vous ça peut être que des automobiles, mais on en est très très loin. On va démarrer avec la restauration des anciennes, on va poursuivre par des caves de Comté au fort Saint-Antoine. Ensuite je vous emmènerai découvrir les moulins à poivre notamment, et on terminera ici par le musée. C'est parti. D'abord, je vous souhaite la bienvenue à tous dans votre atelier. Je vais vous présenter notre activité. Nous sommes 4 personnes ici pour 2 missions différentes. La première, la plus importante, c'est maintenir, préserver, valoriser tout ce qu'a produit les usines Peugeot au travers 2 siècles passés. Alors ça comprend bien entendu les aciers, les vélos, les motocyclettes, les automobiles pour ce qui est le plus connu, mais il y a des choses beaucoup plus méconnues qui sont les armes à feu, les postes de radio, les prothèses dentaires et différentes choses. Si vous, quand vous visiterez le musée, vous allez vous en rendre compte, c'est assez surprenant. Une machine à laver, l'outillage, bien entendu, ça, vous avez certainement entendu parler de ça. Vous avez dit prothèse dentaire? Oui. Parce que Peugeot était au tout début de son activité, c'était la production d'acier qui était son fonds de commerce, des aciers spéciaux. Et dans les prothèses dentaires, bien entendu, vous savez tous que c'est des aciers spéciaux, pas de l'or, hein, mais les aciers, ce qu'aujourd'hui est des aciers inoxydables, ou des matériaux composites. En fait, les aciers inoxydables existent toujours pour les prothèses dentaires. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour partir faire une petite promenade. On vous met donc à disposition de 3 véhicules. Clin d'œil à la 508 qui est la fille de 504. Vous aurez donc 3 504, donc 3 profils différents. Une berline, un cabriolet, un coupé. La berline est un 4 cylindres à carburateur. Le cabriolet est un V6 carburateur. Et le coupé est un V6 injection. Je sais que vous savez apprécier l'évolution de l'automobile, bien sûr, vous l'avez tous tenté, testé, tâté, et vous vous rendez compte qu'il y a eu des progrès énormes. Certains d'entre vous n'ont peut-être jamais conduit une 504, et vous allez pouvoir découvrir que dans ces voitures-là, on change d'époque, on quitte ces voitures modérantes, frénétiques, nerveuses, confortables et sécuritaires, bien sûr, au profit de voitures beaucoup plus souples, et elles nous inviteront plutôt à être de l'inquiétude dans les voitures et à changer d'univers. J'insiste là-dessus parce que ne perdez pas de vue que ce sont des voitures du patrimoine
de la marque. Donc il faut essayer de les conduire avec soin, pas chercher leur performance, mais plutôt profiter de leurs qualités intrinsèques qui sont le confort, bien entendu. C'est des véritables salons. Vous vous rendrez compte quand vous allez passer les gendarmes couchés, les poussins berlinois, et appelez-les comme vous voulez, vous allez voir la différence avec un 508 par exemple. Alors il y a de nombreux clins d'œil, hein, bien sûr, entre 504 et 508, notamment le capot, je l'ai devant moi là. Ce capot qui n'est pas totalement ouvert, vous le retrouvez sur 508. Mais il y a un autre clin d'œil que je peux souligner. 504 a été élu voiture de l'année en 1969. Alors, on espère bien que le 508 puisse suivre le même chemin, le même parcours. C'était un succès commercial énorme, particulièrement dans le monde, mais particulièrement en Afrique, à cause de sa solidité. Vous avez de l'autre côté un exemplaire, un Groupe 4 authentique, qui a fait des rallyes en Afrique. Et ils ont gagné les rallyes en Afrique, justement, avec cette solidité-là, parce que c'était pas un moteur... face à eux, il y avait quand même de la Porsche, il y avait de la Datsun de course. Jamais on n'aurait pensé que ça, mais c'est la solidité qui a fait que. Cette solidité qui s'est jamais finalement démentie chez Peugeot après la 504, puisque la ligne 505 sont des voitures construites sur dans le même état d'esprit. Tout à l'heure, je vais vous faire une petite mise en main individuelle parce qu'il y a des petits détails. Les essuie-glaces, normalement, vous n'en aurez pas besoin, puisque les phares aussi sur le coupé, c'est pas évident. Les phares, ouais, c'est pas évident. Et puis, Météo m'a dit qu'il ferait beau et qu'il ferait pas nuit, donc il n'y aura même pas besoin de faire. Voilà, je pense que vous avez tout découvert l'atelier. Si vous avez des questions particulières, techniques, par rapport à des véhicules que vous voyez là. Toutes les années de fabrication des trois voitures. La berline 74, la cabriolet 77 et la coupé 83, c'est une dernière voiture produite. On avait eu un couple coupé et cabriolet. Le cabriolet est dans le musée. Le cabriolet doit avoir 1200 km et le coupé à 6000 km. Parce qu'on le met régulièrement au service de la presse ou de la marque. Et il est un peu plus roulé. Excusez un peu le chantier, on est toujours encore en train de ranger à la suite des journées européennes du patrimoine. Je vous remercie. Ici, quand un chercheur vient en nous disant je travaille sur la garde alimentaire, sur la 306, on lui sort le tiroir, il voit les photos qui l'intéressent, on note les références des négatifs et on va refaire la numérisation à partir du négatif pour avoir la meilleure qualité possible. Document fondateur, voici le journal original de 1810. On peut voir des dessins dessus qui sont en train de sortir des épreuves là-bas. Là, on est 1911, on est sur l'outil, a priori sur de l'outillage, il a gardé son mot bleu de l'époque. Royaume des concept cars. Il y a 2-3 choses que je peux vous dire sur certains véhicules, mais Ouais, ça, là je vous laisse découvrir. C'est un grand magasin de jouets. Oui. Alors, si vous ne connaissez pas celle-ci, la prochaine, vous la connaissez forcément.
Ici, on est sur une Peugeot SR1 avec des lignes que je trouve vraiment magnifiques. Et vous? Une caisse avec des panneaux de porte en bois. Étonnant. Un petit peu l'air d'une Bugatti, mais en fait c'est une Peugeot 4002. Là, si j'ai bien suivi, on va au fort, c'est ça? Ouais. Avec visite d'une cave fromagère. C'est ça. 8 degrés, on va faire dedans. On quitte Céloncourt, on arrive à Hérimoncourt. Hérimoncourt. Quartier de Terre Blanche. Bienvenue au fort Saint-Antoine. On s'engouffre à l'intérieur. Cette petite est vraiment le précurseur de ce qu'on va appeler maintenant l'affinage lent, basse température. Et ce type d'affinage, c'est vraiment le modèle de cette filière Fontier. Donc on va aller voir ces caves, justement, pour vous imprégner de l'odeur. Avant ça, je vais vous parler un petit peu de cette filière qui est assez particulière. Donc pour ça, on va emprunter ce petit couloir et vous allez voir du vieux matériel. On a reconstitué une fruitière, ce qu'on appelle la fromagerie, avec du matériel bibloc. On est à l'intérieur des caves. Les technocrates, ils vont vous expliquer comment c'est. Ah ouais. Oh, l'odeur d'ammoniac. Oh la vache, ça. Ah non, là je vais pas rester longtemps. Oh, c'est fort, hein, comme tu. C'est quand même fort. Grand escalier qui nous fait arriver à un grenier. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est joli. C'est vraiment 35 kilos ça? C'est un peu plus ça. Mais ça c'est plutôt 37 kilos. Ça c'est un fromage de 37-38 kilos. À l'œil. 400 litres de lait au départ. Pour faire une meule comme ça, au départ, il faut au moins 350-400 litres de lait. On est sur des rendements de 10%. 10 litres de lait pour 1 kg de comté. Ça, il faut pas oublier de le dire quand même, parce que c'est pas des grands rendements. Les goûteurs qu'on a formés, ce métier qu'on a modélisé en fonction de la diversité de nos clients, tous les sens doivent être en éveil. Quand on fait une démonstration, on essaie d'expliquer en même temps, mais je peux vous dire que quand les gars commencent une journée et vont trier dans une journée 150, 200, 250 fromages, ils sont très concentrés. On ne travaille pas avec un casque sur les oreilles et puis en pensant à autre chose. Quand on est goûteur de fromage, c'est vraiment... ça prend beaucoup d'énergie parce qu'il faut soulever les fromages, mais ça prend aussi beaucoup d'énergie parce qu'il faut être très concentré. C'est visuel. Ce fromage, je l'ai un petit peu repéré pour la photo. J'ai vu que dans ces fromages de Grand Comte des Bois du mois d'août de l'année dernière, il y en avait un qui a un risque de maturité précoce. Ça se voit. Quand je regarde un fromage, si on est entraîné, on voit par les nuances de couleur, l'aspect, la qualité du croûtage, et puis différentes choses comme l'épaisseur de la meule, l'arrondi du talon, on voit comme sur un arbre des fruits qui sont à cueillir plus tôt. Et celui-là, on le sent, qu'il a un risque de maturité plus rapide.
sa provenance, elle est toujours écrite sur le côté. C'est ces fameux numéros 738-1, première semaine du mois d'août, de Grand Comte des Bois. Je ne vais pas vous dire tout ce qui nous vient à l'esprit. Quand on lit 738-1, c'est un roman. Je peux vous parler de plusieurs générations de fromagers, de paysans de ce village, de la position géographique du village, de ce balcon sur la frontière suisse, cette position particulière avec une vallée très encaissée du Doubs, etc. Grand Comte des Bois, c'est la carte postale du comté. Si un jour vous voulez faire un sujet sur le comté, vous allez à Grand Comte des Bois, c'est extraordinaire. Donc j'abrège, mais je ne vous parle pas de tout. On sait où c'est situé, l'altitude, la position. Ce qui nous pose problème à nous les cavistes, c'est la semaine et le mois. Parce que ça fait appel à un paramètre qui change tout le temps, la météo. Et le temps qu'il faisait au moment où on a produit ce fromage va avoir beaucoup d'influence sur son vieillissement. Pourquoi je vous dis que c'est un problème? C'est que quand on est caviste affineur, on ne se rappelle pas du temps qu'il fait dehors. Parce que nous, on vit comme des mineurs, on ne voit pas le soleil, on ne sait pas le temps qu'il fait dehors, et ne nous demandez pas le temps qu'il faisait il y a un an, on ne s'en rappelle pas. Mis à part les canicules, les temps exceptionnels, on n'arrive pas à se rappeler du temps. On a des contrats avec Météo France qui nous fournissent les courbes de température et de pluviométrie, et en consultant ces relevés météo, on sait déjà anticiper le vieillissement des fromages. C'est visuel. Je crois que le plus dur à apprendre, c'est ce geste. Parce que quand on dit à un jeune goûteur qu'on voudrait former que c'est important de caresser les comtés, il n'est pas convaincu. Et sûrement qu'il a envie de caresser autre chose d'ailleurs. Le produit qui travaille tous les jours, ça se comprend. Mais par contre, ce qu'on a d'expérience, et on est au moins deux chez Petit à avoir, entre guillemets, cette capacité, ce don, c'est de ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'une meule sans être obligé de bouger. Et s'il y avait des trous, s'il y avait des fissures, s'il y avait des défauts, la paume de la main, en se concentrant, me permet de ressentir déjà pas mal de ce qui se passe à l'intérieur. L'autre main, elle est équipée de ce petit instrument archaïque et rudimentaire qui s'appelle une sonde, qui va nous permettre d'explorer l'intérieur de la meule. C'est comme chez le médecin. Normalement, je balaye toute la surface de la meule des deux côtés, parce que cet engin, il est archaïque et rudimentaire, mais il nous permet de scanner l'intérieur des meules. Je ne vais pas vous faire toute la démonstration, parce que derrière, je vois que ça commence à piétiner. Par contre, je suis capable de vous dessiner ce que j'entends. C'est du diamètre d'une pièce de 1 €. C'est uniquement à cet endroit, comme je l'ai dessiné dessus et comme je l'ai dessiné là. J'entends, je vois, en auscultant, une petite fente qui est en train de se former, un petit peu penchée comme ça sur la droite à 1 cm de profondeur, et uniquement à cet endroit dans la meule. C'est une petite fissure qui me donne un signe que le fromage arrive à maturité. C'est comme un fruit qui est mûr. Vous approchez avec la main, la pomme vous tombe au creux de la main, il faut la manger. Parce que ça, c'est rare et c'est le meilleur moment, et ça montre sa maturité. Ce petit signe de fragilité qu'on appelle, nous, en termes de fromager régional, l'ainure, c'est un signe extérieur qu'on entend, nous, que vous ne pouvez pas voir, qu'on entend que le fromage arrive à maturité. Ce que j'ai dessiné ici, c'est pas de la magie, c'est bien ce que j'ai entendu, c'est ce que je vois au profil du carottage. Ça veut dire qu'avec un instrument, un manche et un couteau courbé, on arrive à scanner aussi bien que si on était équipé d'un système d'échographie ou de radiographie l'intérieur de chacune des meules. Et notre métier, c'est en permanence d'essayer de chercher dans les lots ces petits signes de fragilité pour cueillir les fromages juste quand ils sont à leur optimum. Donc le diagnostic pour celui-ci, c'est quoi? Je ne sais pas encore. Très engagé. En tous les cas, je sais que sa consistance est exceptionnellement douce, encore plus onctueuse que le fromage que vous avez goûté tout à l'heure. Si je voulais comparer sa texture, c'est à peu près comme du beurre qu'on aurait oublié un quart d'heure sur le bord d'une table, parce que c'est de la pâte à modeler. Si j'appuie dessus, plus aucune élasticité, mais c'est d'un fondant extraordinaire. Et ça, je n'ai pas entendu, je l'ai ressenti dans la main, en fonction des vibrations de la résonance. Je peux déjà décrire la consistance de la texture de l'intérieur du fromage sans être obligé de faire un prélèvement. Et si vous voulez vérifier, au test du toucher, entre le pouce et l'index, l'intérieur du fromage est à 6 degrés, c'est comme du beurre qu'on aurait laissé ramollir. Ce qu'on ressent dans la main, on est capable de le décrire au test du toucher et surtout en bouche, puisque vous pouvez aussi goûter quelques grammes de ce fromage.
qu'on a goûté déjà avec Fanny, mais qui est différent de celui qu'on a trouvé tout à l'heure, parce que c'est pas la même. Oh là là. Oh là là. L'extrémité du carottage, je le remets jusqu'à l'avant du prélèvement. Et puis machinalement au creux de la main, j'ai réchauffé un petit peu de la pâte de cette meule qui me permet de cicatriser cette blessure, cette intrusion passagère qu'on a fait à l'intérieur du fromage, pour éviter que l'humidité ne se recollera pas. Par contre, c'est comme une cheville dans un meuble, ça rend le bois aussi solide, ça réunit les parties du monzon et de la traverse. Et bien ici, on a remis la cheville, elle ne bougera plus. Reste un dernier effort, c'est faire pivoter la meule, et puis on va signer. Ce que j'ai trouvé dans la meule, je ne le garde pas pour moi. Je le communique avec les 5 autres goûteurs, et on s'est inventé des hiéroglyphes qui sont très compliqués en fonction des consistances, en fonction des intensités de saveur, des persistances aromatiques. On a des codes qui sont connus que par ces 6 goûteurs de la cave, qui nous permettent de nous passer des messages secrets pour déterminer le moment idéal pour cueillir le fromage, et puis la destination et le prix de vente idéal. Et il n'y a que les goûteurs qui connaissent la signification de ces hiéroglyphes. Fanny ne sait pas ce qu'on écrit, les commerciaux, la famille petite ne sait pas ce qu'on écrit sur les fromages. C'est un langage qui est connu que par celui qui a la capacité d'ausculter les meules et de savoir caractériser donc combien la de temps qualité. pour apprendre à ausculter une meule? 6 mois, quand on fait ça tous les jours, on arrive à bien écouter. Après, pour savoir déterminer quel est le moment idéal pour cueillir une meule et vers quelle destination elle est promise, c'est beaucoup plus long. Il faut des années après pour connaître comment on va valoriser une meule. La difficulté, c'est que on ne vend pas un produit qui va se répéter et puis chaque fois on sait ce qu'on va faire. À chaque meule, il faut recommencer un diagnostic et essayer de trouver la meilleure valorisation, le meilleur prix. Il est prêt? Enfin, elle est prête celle-là? Il faut le vendre. On la prend pour 500 euros. Après la version GL, place à la version cabriolet. Et ça tombe bien puisque le temps s'y prête à merveille. Sensation de liberté géniale, paysage magnifique, le temps, rien à dire, c'est top. Kiff. On termine cette première journée en 504 coupé. Au chaud. Au chaud. Direction un relais château. C'est beau, hein? Ouais. Traverse la Loue. Allez-y par là. Parce que je vais remettre la cale pour être sûr que... Ça c'est du rebut. Ça va partir à la poubelle. Il y a un grand morceau va déjà être en premier temps toute la longueur. Hein, on va faire un carré. On va, comme vous l'écrivez, faire ce qu'on appelle le tournage. Donc on va faire la forme extérieure. On va faire une première préforme avec un outil de forme. On va suivre ceci et faire naviguer la pièce au bout de doigt. Donc là, attention, là, c'est super profond. Là, c'est appliqué à l'interne. Et une fois qu'on a fait une ébauche, on va faire la finition du bois avec ce qu'on appelle une couche, qui est le même outil. Et ici, on va suivre le profil. Et là, on va appliquer sur un numéro. Le bois est très dur, c'est assez vite. L'application du outil, c'est toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, on enlève l'outil, on a besoin de le rajouter pour pouvoir avoir le outil. Opération suivante, on va creuser le morceau de bois avec ce qu'on appelle donc des forêts. Et là, on va venir à l'intérieur et enlever la matière.
partir du morceau de bois carrelé qui est ici, suivant les typologies de pièces, on n'est pas loin de 50% de morceaux du bois qui est retiré par le copeaux et les pierres, qui sont aspirés. En troisième aspire, on voit toutes les colonnes qui descendent. On aspire tous les copeaux et c'est rejeté dans une cuve qui se passe à côté, dans l'escalier. La cuve, elle contient 9 tonnes de copeaux et on la sensibilise. Les copeaux sont recyclés, sont repris par notre voisin qui lui les revalorise. Nous vivons et le revalorise au travers d'épandage, de ces matériaux qui va pouvoir être fondu dans les champs et pourrir et amender le sol, et aussi en litière, animaux. Contrôle qualité? Contrôle qualité, oui. Contrôlé par caméra. On est ici sur l'assemblage. Sachez qu'il peut y avoir jusqu'à 10 000 moulins assemblés chaque jour. Un moulin est vendu en moyenne toutes les 4 secondes à travers le monde. Le luxe, c'est du détail. On n'a pas à dire qu'on est dans du produit de luxe, mais quand même, au prix du moulin, notamment sur le marché étranger, où on a expliqué qu'on était sur 90 pays de destination de vente, le prix d'un moulin dans un pays à l'étranger, ça tombe un peu. Les amis en France, c'est pas donné. Les plans secrets? Très bien. Ouais, parce qu'après, on voit à travers un peu. après, voilà, si vous voyez des choses qui... Comme ça, on a pris dans le domaine des arts de la table et autrefois aussi un peu d'outillage. Le process est un peu toujours le même. Il y a un cahier des charges qui est émis par le marketing pour soit un renouvellement produit qui s'essouffle, soit une demande marché, soit ça peut être une idée qui vient du bureau d'études, un concept, soit une innovation ou un concept qui vient de mon bureau. En fonction de ça, l'équipe projet s'attribue à un cahier des charges, donc on construit un cahier des charges en équipe. En fonction du cahier des charges, le cahier des charges me revient et à partir de là, je commence à déjà analyser la concurrence, tendance, univers qui est demandé, d'où les univers tendances qu'on peut voir en mur. Et en fonction de ça, je commence à dessiner. Une grosse partie se fait à la main, comme vous pouvez voir derrière vous, des croquis à la main, toujours à l'échelle 1. Et une fois que j'ai commencé à bien cerner, modeler le projet, je commence à faire mes dessins, donc toujours à l'échelle 1, important pour avoir les proportions, les bonnes proportions, l'élégance, tout en tenant compte de la faisabilité industrielle d'un produit. Je me définis plus comme un designer industriel parce qu'il faut que ça se vende et que ça se fabrique en lien avec la production, donc je ne dessine pas pour me faire plaisir. Une fois que j'ai fait mes pistes, donc on peut voir des exemples par exemple je fais des dessins à la main, je les scanne et je passe en texture après sous Photoshop pour vraiment affiner mes recherches. Je fais entre 10 et 20 propositions selon ce qui est demandé, on se réunit avec le marketing, ils choisissent 2-3 pistes et en avant la piste. Et après vous adaptez... Alors après il y a une passerelle qui se fait avec le bureau d'études, l'Indus et donc avec le process qui se rend. Pour donner un exemple d'innovation produit, je cite ce tire-bouchon là. L'idée de ça, c'est que en fait, sur le marché, il existe des tire-bouchons universels comme ce modèle-là.
Et un amateur averti du vin sait comment ça fonctionne. Mais un amateur souvent se retrouve avec le bouchon qui se coince à ce niveau-là. Et donc soit il enfourne comme ça, soit il pousse. Et enfin, c'est un peu des fois ennuyeux. Et donc c'était une des contraintes de départ. La seconde contrainte, c'est que je voulais trouver un tire-bouchon avec un mécanisme universel au même titre que les moulins à poivre et à sel, et pouvoir varier toutes les formes possibles en tournage bois et avoir un tire-bouchon français, made in France. Donc l'idée, c'est que là c'est la machine proto, une maquette. Donc l'idée, on visse à fond. Une fois qu'on a dévissé, le bouchon est à l'intérieur et on a l'éjection facile du bouchon. Ça c'est un brevet, le brevet est déposé. Donc qui permet, vous avez le modèle final qui se trouve là et vous avez une autre variante que vous avez entre les mains. Vous pouvez tirer là, c'est bon, vous pouvez y aller. C'est génial ça. Donc voilà, ça c'est un brevet qui a été déposé là. Donc ça voilà, pour vous donner un exemple d'innovation produit. C'est vous qui décidez des matières ou c'est avec le marketing? Oui, alors j'influence grandement sur le choix des matériaux, bien évidemment. Après, je n'ai pas la décision finale, bien évidemment. Mais souvent, oui, je conseille couleur, matière. Voilà. Quand déjà on a un aperçu dans les rendus avec le matériau, on peut voir aussi un couteau avec le sketch de départ. Par exemple, pour l'ergonomie. Voilà, je dessine en 3D sur SolidWorks, je lance à l'imprimante 3D, je vérifie, je retravaille, j'affine le produit une fois que c'est finalisé. Et c'est vous. Et après c'est lancé à la fin. Mais tu me parles. Donc il y a d'autres, voilà, vous pouvez voir le Kita Whisky qui est une innovation, la French Press par exemple, la French Press, on peut voir, voilà, je fais des rendus comme ça par exemple. Voilà, on peut voir la différence est la même. Donc après ça passe au bureau d'études qui le modélise en 3 dimensions. On peut voir que c'est exactement le modèle. Hein, donc et à partir de là. Ouais, toutes les étapes suivantes, c'est une mise en forme des plans en plan technique, hein, avec une pièce unique, une cotation géométrique, dimensionnelle, pour réaliser les outillages, les programmes de tournage, ainsi de suite. Pour ensuite suivre un processus projet, où en fin de compte on est sur des jalons à chacune des étapes, entre le brief marketing et puis la possibilité effectivement de faire ce produit à premier jalon. Si on voit que c'est pas faisable, on peut abandonner le projet, on va le faire perdurer jusqu'à ce qu'on ait des jalons, un jalon très important où on a déjà fait de la consultation de fournisseurs sur la réalisation des outils de moule pour faire l'injection plastique, chez nous les temps de fabrication, et sur la réalité économique du projet. Est-ce que ça va être avec un APR acceptable par rapport au prix de vente qui est estimé, hein, par rapport au marché, ainsi de suite. Et là, on dit top, ok, et là, on passe en réalisation pré-série, série, enfin, il y a toute une étape de validation à 6 jalons qui va nous permettre de conduire le projet de manière sécure. Il est sorti, mais j'ai pas d'échantillon à vous montrer, c'est dommage. C'est une pièce d'un moulin à café. Ah, sur le Chronos, oui. Des moulins à café ici Oui. Oui. Et donc là, j'ai pas de... Mais le volume des moulins à café par rapport au volume des moulins professionnels, c'est complètement anecdotique. On est sur des volumes de 4 à 5 000 moulins à café par rapport à des millions de moulins à poivre. C'est des moulins manuels ou... C'est un moulin manuel traditionnel de carré qui est en vitrine dans le show. Comme indiqué au début, on termine par le musée. Sympa comme accueil, j'aime beaucoup. On se rend au Square Armand Peugeot. Grand-Bi, break hippomobile, un moteur Daimler. On poursuit avec une Type 3 vis-à-vis. Je vais essayer de vous montrer le maximum de choses. Et Dieu sait s'il y en a. Sympa de petits vélos en bois. On termine par la Type 36 voiturette. 111 exemplaires produits de 1901 à 1902. Ça évolue assez rapidement.
avec ici un bébé Peugeot et une voiture électrique fabriquée par Bugatti en petite série entre 1927 et 1930. Alors pour rappel, la dernière création de Molsheim, c'est la Divo à 5 millions d'euros l'unité, type 116C, 125, 127 Torpedo. Et on termine par la 135 Torpedo. Moteur 4 cylindres, 5 litres, 22 chevaux. Une boîte à 4 rapports, vitesse max 80 km/h. Imaginez-vous à l'époque. Moulin, obus, armes, lanterne à acétylène, des couteaux, des étaux, des fers à souder. Peugeot est loin d'être un constructeur uniquement d'automobiles. On s'arrête ici par exemple pour changer un pneu. Même la tondeuse Peugeot, excellent. Poursuivons l'aventure avec des véhicules fabriqués entre 1919 et 1935. Structure tout en bois, type 181B. C'est assez impressionnant. La marque s'intéresse très tôt à l'aéronautique, avec notamment ce premier moteur 2 cylindres en V de 14 chevaux qui date de 1905. 1936 à 1949, pour notamment ce 400 de Roadster. Ici on est plus entre 61 et 75. Véhicule léger de ville. Véhicule de pompiers. Derrière cette 504 coupée, on retrouve des fourgonnettes aménagées. Avec des variantes de 504 et 404. Terminons la visite par des véhicules de rallye, voire de Dakar. 205 Turbo 16. Juste à côté, on a une 206 WRC. 106 Maxi. Une Formule 1 Jordan Peugeot. Ici, une 504 coupé V6 Rallye. 304 Rallye. 404 Rallye Est African Safari, une 204 Berlin Rallye, et on termine avec une 905 Evolution. Ici, finalement, je terminerai par celle-ci. Ça, c'est le moteur V12 HDI de la 508 HDI FAP Le Mans. Je terminerai avec une 205 TZ Kazar, d'autres véhicules atypiques. Ou plus anciennes. « 504 coupé sport pour les États-Unis.
504 break familial utilisé au Nigeria. Un véhicule tout en inox, assez atypique pour le coup. Terminons par les véhicules emblématiques de la marque qui auront marqué le cinéma. Pour ce road trip organisé par Peugeot France et quelque peu hors du temps, je tiens notamment à remercier Aurélie, Florian ou encore Hugues pour une organisation vraiment au top, sans oublier les autres personnes qui œuvrent dans l'ombre ou que j'ai eu la chance de rencontrer tout au long de cette aventure. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!